Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire sur la gestion des contacts sous SolidWorks Simulation. Donc aujourd'hui nous allons voir un peu comment gérer les contacts et comment arriver à bien définir son étude pour la simulation, notamment au niveau des contacts et voir tous les différents aspects des contacts. Donc je me présente, je suis Adrien Galvani, technicien au support technique à Venao et notamment sur la simulation également. Et je vais donc vous faire ce webinaire aujourd'hui. Donc je mettrai en libre accès tout ce qui est le PowerPoint à la fin du webinaire et n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire. J'y répondrai à la fin tout simplement de la formation et on pourra voir, on reprendra toutes les questions qui ont été tout le long. Donc voilà, nous allons commencer donc par l'agenda. Donc nous allons voir donc tout d'abord comment gère les contacts dans simulation. Donc nous commencerons par la détection des interférences, cet outil comment il fonctionne, à quoi il sert et en quoi il est intéressant pour la gestion des contacts. Puis nous étudierons spécifiquement les différents contacts que propose SolidWorks, donc à savoir le contact pas de pénétration, le contact solidaire, si on autorisait la pénétration, le contact, l'option l'option peut autoriser la pénétration dans les contacts. Et enfin, les types de contacts ajustement serré et parois virtuelles. Donc tout d'abord, la détection des interférences. Donc tout d'abord, c'est une très bonne méthode à utiliser sur les modèles à pièces multiples. Il est souvent intéressant de tester, même pour les modèles même pour les pièces à plusieurs corps, il peut être intéressant de passer en mode assemblage juste pour retrouver cette option de détection d'interférence, puisque tout simplement, avant même de commencer notre étude, on va avoir un ordre d'idée de si des pièces rentrent en contact l'une de l'autre, s'il y a des interférences, si on a des problèmes déjà au niveau de notre modélisation. Donc c'est quelque chose qu'on recommande vraiment de faire avant chaque simulation, surtout pour les simulations avec plusieurs pièces. Et ça peut être très intéressant euh, pour éviter les problèmes de maillage par la suite et également les problèmes de contact. Et donc c'est donc très important de le réaliser. Donc pour la détection des interférences, en fait tout simplement il s'agit d'aller dans l'onglet évaluer dans un assemblage et vous aurez l'option détection des interférences. Vous les calculez et en fait il va retrouver les interférences une à une et en sélectionnant les interférences dans la liste, il va vous les afficher sur la pièce en surbrillance en fait. Pour ce qui est de ces options, vous avez plusieurs options selon ce que vous souhaitez faire apparaître. En général, l'important c'est d'inclure les interférences de pièces à corps multiples. C'est donc pour permettre de voir pour le multicorps lorsqu'on n'a qu'une seule pièce mais qu'il y a plusieurs corps. Et enfin, rendre les pièces en interférences transparentes, c'est simplement une bonne option pour visualiser en fait différentes interférences. Donc c'est quelque chose qu'il faut bien faire avant chaque étude pour être sûr que notre modèle soit bien stable et qu'on soit déjà au courant s'il y a des interférences, s'il y a déjà des problèmes avant même de lancer la simulation, ça peut nous éviter d'avoir des problèmes par la suite. Donc le seul cas où une interférence doit être présente et doit être vraiment définie, c'est pour le cas des ajustements serrés en fait. Donc on a notamment on doit avoir lors d'un ajustement serré, c'est-à-dire lorsque la matière doit pénétrer un peu l'autre matière, effectivement là euh, on doit avoir une interférence. Tous les autres cas sont en 3 applicatifs. Oh là, une belle faute d'orthographe, mais bon. Et donc tous les autres cas, c'est trop approximatif et ça peut faire échouer le maillage. C'est souvent non représentatif de la réalité et on a des problèmes au niveau du solver. En fait, lorsqu'on a des interférences, on peut avoir des incohérences. Parce que si des interférences entre deux pièces différentes et qu'on a potentiellement deux matériaux différents, on peut avoir des problèmes au niveau du maillage et il risque d'avoir des confusions. Donc il faut vraiment faire attention aux différentes interférences et essayer de voir essayer de les éviter, à part dans le cas des ajustements serrés, afin d'éviter des problèmes de simulation, parce que sinon on va avoir le message d'erreur suivant et on aura un problème au niveau du maillage ça pourra causer
et sans maillage, tout simplement, on ne peut pas simuler. Donc c'est pour ça qu'il est important de détecter ces interférences et qu'il est important de les retravailler. Donc cette option, elle a évolué depuis qu'elle a été mise en place. Maintenant, avec la détection d'interférences, SolidWorks peut détecter automatiquement des différents contacts. Donc depuis SolidWorks 2013, en fait, il peut détecter les différents contacts entre des ensembles coques et des corps volumiques. Donc je prends l'exemple ici de la première image. On voit par exemple qu'ici, on a des corps coques qui ont rencontré des corps volumiques et SolidWorks maintenant détecte bien la spline qui est le contact entre les deux, ce qui n'était pas le cas avant. Et maintenant il détecte également les faces en interférence par paire et peut nous dire que telle face est en interférence avec celle-ci et ainsi de suite. Et maintenant on va dire qu'il classe les interférences en faisant que des interférences entre deux éléments, les uns à la suite des autres, comme on peut le voir sur la deuxième image. Donc maintenant, nous allons aborder le cœur du sujet, c'est-à-dire tous les différents types de contacts entre ensemble. Donc cela regroupe à peu près toutes les options qu'on a lorsqu'on doit générer des contacts entre des composants. Donc on a l'option pas de pénétration, qui définit simplement les éléments ne pouvant pas se pénétrer. On a l'option solidaire qui est utilisée sur toutes les entités soudées ou collées et qui est mis de base sur toutes les entités en contact. Enfin, on a l'option autoriser la pénétration qui a utilisé que dans certains cas des études particulières et qui autorise tout simplement les éléments à se pénétrer. Alors cette option, il faudra l'utiliser dans certains cas, on y reviendra dessus plus en détail lorsqu'on se penchera dessus. Enfin, l'option des ajustements serrés dont on parlait tout à l'heure, c'est à utiliser lorsqu'on fait quand on fait rentrer un gros objet dans un trou plus petit, on va dire. Alors souvent ce sera utilisé pour des arbres et des alaisages et en fait on l'utilise dès qu'on fait des ajustements où le montage doit être fait à la presse. Je pense à des ajustements par exemple Hachette P6, c'est un ajustement serré dans lequel on doit monter à la presse. Effectivement, là on utilisera cette option d'ajustement serré. Et enfin, l'option paroi virtuelle. Donc c'est tout simplement, en fait, ça reprend les mêmes options que le contact pas de pénétration, sauf que cette fois, on peut le faire entre une face plan et un corps non modélisé. En fait, on peut faire ça fait tout simplement comme s'il y avait une paroi à l'endroit où on définit le plan, et on a différentes options sur cette paroi. Donc nous allons commencer par le contact solidaire. Donc le contact solidaire, il peut fonctionner de deux manières. Alors il fonctionne de deux manières. Soit il fusionne les nœuds entre les différents éléments. Donc il fusionnera les nœuds dans le cas où il y a continuité du maillage. Alors qu'est-ce que la continuité du maillage? En fait, la continuité du maillage, c'est lorsqu'il y a des points en commun entre les différents éléments. Par exemple, je vous reprends l'exemple ici sur la première image. Vous pouvez voir ici que les nœuds sont en commun entre le maillage de la pièce du bas et le maillage de la pièce du dessus. On retrouve des nœuds en commun, les arêtes aboutissent au même nœud entre les deux pièces. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un maillage continu. Et lorsqu'on définit un contact solidaire et qu'il y a bien une continuité du maillage, les nœuds sont fusionnés pour le calcul et on obtient et c'est comme ça qu'il va traiter notre étude. En revanche, si on a un maillage qui n'est pas continu, comme c'est le cas sur la deuxième image, c'est-à-dire que les nœuds ne sont pas en commun entre l'ensemble 1 et l'ensemble 2, il va passer par des équations de solidarisation, c'est-à-dire c'est des relations mathématiques dans lesquelles il va pouvoir quand même calculer, mais ça va générer des équations en plus pour solidariser l'ensemble et faire qu'on ait bien un ensemble considéré comme soudé et collé. Donc c'est les deux manières de faire au niveau des nœuds et comment ça va se transmettre au niveau du calcul. Donc de manière générale, il va fusionner les nœuds lorsqu'on aura le même type d'éléments sur les deux corps. Donc le même type d'éléments, c'est les éléments de maillage dont je parle. S'il a bien si c'est bien du maillage tétraédrique sur les deux éléments, on aura bien alors, et que du maillage tétraédrique de même type, on aura bien, c'est ça que je veux entendre par les mêmes types d'éléments. Il faut également que les corps se touchent pour que les nœuds soient fusionnés, puisque effectivement, si les corps ne se touchent pas, on n'aura pas de nœud en commun et donc on ne pourra pas avoir
de nœuds fusionnés, tout simplement. Enfin, le maillage compatible doit être défini entre les deux composants. Donc ça revient à l'option dont je vous parlais précédemment. Il faut vraiment qu'il y ait des nœuds en commun et que le maillage soit compatible entre les deux ensembles pour pouvoir fusionner les nœuds. Si une des trois conditions précédentes n'est pas remplie, on passera donc par les équations de solidarisation entre ces deux éléments. Donc voilà, je vous présente un document de SolidWorks en fait, tout simplement, qui reprend en fait tout ce qui qu'est-ce qu'il transmet en fait, on va dire, selon le type de contact. Donc on a la source, on va dire, la première phase que l'on sélectionne. Si on sélectionne une coque ou un corps solide, et en fait qu'est-ce que l'on vise pour définir le contact solidaire. Et donc il va vous définir comment lui il le traite selon si le maillage est incompatible, selon comment vous allez procéder en fait, si les deux cibles, les deux ensembles se touchent ou non, voilà comment il le traite. Donc on va pas s'attarder beaucoup sur cette partie puisque effectivement c'est plus rentrer dans le calcul de SolidWorks, comment il gère, on va dire, les différentes contraintes au nœud et comment il les transmet tout simplement. Donc ce tableau est surtout utilisé pour ceux qui connaissent un peu comment le calcul fonctionne derrière et indique comment fonctionne SolidWorks en fait avec son solver tout simplement dans les différents cas de contraintes solidaires, de contact solidaire. Donc pour les cas de contact où il n'y a pas où il y a un espace entre les deux ensembles, en fait ce qui va se passer, il va tout simplement projeter la phase de contact. Par exemple, dans ce cas-là, on a l'élément 1, le set 1, qui n'est pas en contact avec le set 2, et donc pourtant on a bien défini une relation de contact solidaire. Donc ce qui va se passer, c'est que la face A va être projetée selon la forme de notre set 1 sur la face B de notre élément 2, et en fait là, il va considérer que la surface de contact où va y avoir des équations de solidarisation dans notre cas, eh bien, ça va être la phase C en fait. Il va prendre en considération la phase C. C'est comme ça que va se comporter le contact solidaire dans les cas où il y a un espace entre les deux éléments. Donc il va passer par cette surface-là. Donc il y a eu des nouveautés depuis. Il y a eu quelques améliorations depuis récentes sur SolidWorks. Donc en SolidWorks 2015, maintenant les liaisons solidaires d'arête à arête sont possibles pour les éléments coques. Maintenant on peut effectivement solidariser deux coques qui sont côte à côte et on peut les solidariser juste avec leurs arêtes, alors qu'avant ce n'était pas le cas. Et enfin, en 2016, on a une nouveauté qui effectue les liaisons solidaires automatiquement pour les arêtes comprises dans un jeu maximum. C'est-à-dire on définit un intervalle appelé jeu maximum, et dans cet intervalle-là, SolidWorks va va tout simplement lier les arêtes dans cet intervalle de jeu maximum. On peut le voir sous les images ci-dessous. À chaque fois, là, sur l'arête montrée par une flèche, et SolidWorks va créer une liaison solidaire automatiquement lorsqu'on va lancer l'étude sur ces types d'arêtes. Et lui va pouvoir les détecter automatiquement. Donc maintenant, on va aborder la partie sur le contact pas de pénétration. Donc sur le contact pas de pénétration, c'est tout simplement, on l'utilise lorsqu'on veut que deux ensembles ne rentrent pas l'un dans l'autre. Et il faut savoir qu'il y a trois options dans le contact pas de pénétration. Donc soit on a l'option de contact nœud à nœud, soit on a l'option de contact nœud à surface, soit on a l'option de contact surface à surface. Alors chacun a leurs différentes caractéristiques et chacun ont leurs particularités, et je vais détailler les trois particularités. Ensuite on pourra faire un comparatif pour savoir qu'est-ce qu'il faut utiliser et quand est-ce qu'il faut l'utiliser, et voir les différentes applications possibles pour ces contacts pas de pénétration. Donc déjà voilà le comparatif. On notera que le contact le plus utilisé et le plus facile à employer, ce sera le contact nœud à surface. Donc cette donnée, elle provient de chez SolidWorks, et elle nous indique que en fait, lorsqu'on ne sait pas quelle étude on va réaliser et qu'on cherche un contact des plus standards, on utilisera le nœud à surface. C'est celui qui est qui est applicable dans le plus de situations et qui permet d'avoir la précision la plus importante pour lors des différents cas.
À savoir que le contact nœud à nœud peut être uniquement utilisé lors des études non linéaires, et en revanche, ce contact pas de pénétration en nœud à nœud est très rapide au niveau du calcul. On a un résultat très rapide. En revanche, la précision sera moindre. Et enfin, le contact surface à surface, lui, peut être intéressant lorsque on cherche une très grande précision sur des cas généraux. En revanche, c'est celui qui générera le plus de calculs et qui prendra le plus de temps lors de la simulation. Ça va être un contact qui va prendre beaucoup de temps à être utilisé et qui va prendre et qui sera le plus lourd en termes de calcul et d'opérations à réaliser par le calculateur. Donc pour le contact nœud à nœud, en fait, il a besoin de plusieurs choses. Il a besoin, comme pour le contact, en fait, il est presque comme pour le contact solidaire, lorsqu'on souhaite fusionner les nœuds, il faut qu'il y ait des nœuds coïncidents en fait. Il faut qu'il y ait des nœuds en commun, sinon et qu'il y ait un maillage compatible en fait. Sinon, tout simplement, si les nœuds ne sont pas en face entre les deux ensembles, on ne peut pas faire un contact entre nœud à nœud en fait. Ça peut pas être utilisé comme ça. Il faut tout simplement aussi également que les surfaces doivent être en contact. C'est très important. De toute façon, on ne peut pas faire de maillage compatible si les surfaces ne sont pas en contact. Et enfin, ce que je voulais dire, c'est que ça ne doit pas être utilisé si on a un glissement qui est attendu. C'est-à-dire que si on a un glissement entre les deux surfaces et que les nœuds risquent de se déplacer, par exemple, si on fait glisser une surface sur l'autre, le problème c'est que les nœuds vont changer d'emplacement en fait. C'est-à-dire que si je reprends l'image ici, là, on a bien nos deux nœuds qui sont en face et qui transmettent bien l'effort appliqué ici. En revanche, si on fait glisser vers la droite, par exemple, l'ensemble 1, les nœuds ne seront plus en face. Et donc, le contact pas de pénétration va alors avoir des problèmes à fonctionner et on aura un résultat qui sera complètement incohérent, et voire même s'il arrive à trouver un résultat, il est possible que le solver n'aboutisse pas suite à des erreurs de calcul. Donc le contact nœud à surface, le plus utilisé, simplement, lui, il autorise plus de déplacement, puisque tout simplement, ce qui va se passer entre, par exemple, on le voit bien sur le schéma, le composant 1 va appliquer va transmettre, on va dire, ses efforts et ses différentes contraintes sur les nœuds qui représentent la surface sur laquelle il va s'appliquer. Donc ça autorise le déplacement entre les deux surfaces, et on peut ainsi bien gérer le calcul, et ça permet d'avoir des résultats assez cohérents. Et c'est pour ça que c'est celui qui est utilisé dans le plus de cas, puisqu'il est relativement facile, il est relativement fiable, on va dire, pour le solver, puisque effectivement le nœud projette ses différentes contraintes sur les nœuds alentours en fait. Du coup, c'est assez stable comme méthode de modéliser le contact pas de pénétration. Enfin, on passe au dernier contact, le contact surface à surface. C'est idéal pour les contacts assez complexes, avec des chargements, on va dire, standards comme le poids ou des forces rectilignes. C'est vraiment il est idéal pour ce genre de cas. En revanche, il est très gourmand en ressources, comme je le disais tout à l'heure. Il va demander beaucoup de calculs, et c'est celui qui demandera le plus de temps en termes de calcul. Et il est très important aussi de ne pas l'utiliser lorsqu'on a des surfaces soit cibles, soit sources, qui sont petites, qui peuvent être assimilables à des lignes ou à un seul point, en fait, qui peuvent changer durant la déformation et qui peuvent être très petites. Dans ce cas-là, on aura des problèmes au niveau du calcul, on risque d'avoir des grosses incohérences et des problèmes au niveau de la convergence, notamment du solver. Donc il faut bien qu'on est quand même sur des surfaces qui soient de dimensions respectables. Enfin, par contre, le gros avantage du contact surface à surface, c'est qu'on a un résultat plus précis et uniforme en fait, puisque c'est vraiment les surfaces l'une sur l'autre qui appliquent qui sont en relation au niveau des contraintes, qui transmettent les contraintes, et donc on a vraiment un résultat beaucoup plus précis avec un maillage de plus grande qualité lorsqu'on fait du surface à surface. Donc ensuite, il y a les différentes options qu'il y a du contact pas de pénétration. Donc ce qu'il faut savoir dans le contact pas de pénétration, c'est que même si l'affichage ne représente pas l'épaisseur des coques,
pour le calcul, les épaisseurs de coque sont prises en compte pour le pas de pénétration. Lorsque vous avez par exemple une tôle dans laquelle on vient forcer avec une autre tôle dessus, eh bien il va bien tenir compte de l'épaisseur de la tôle lors du contact. Et on aura bien le calcul ne fera pas d'incohérence à ce niveau-là. Pour ce qui est on peut appliquer également des paramètres de friction entre les deux contacts, parce qu'effectivement, on peut avoir, si on a un glissement, il peut être intéressant d'insérer un coefficient de friction afin d'avoir des précisions entre les deux surfaces. Attention, par contre, néanmoins, lors d'une analyse non linéaire, le coefficient de friction, il faut l'activer uniquement si cela est absolument nécessaire et il doit rester assez faible, sinon on risque d'avoir des problèmes au niveau du calcul et l'étude ne risque tout simplement de ne pas aboutir si on a un coefficient de friction trop élevé. On risque d'avoir des problèmes au niveau du calcul. Une autre option qui est possible entre les contacts pas de pénétration, c'est de définir un jeu. On peut définir un jeu entre les différents éléments. Et ce qui va se passer, en fait, c'est tout simplement, si on définit un jeu entre le contact pas de pénétration, c'est qu'on SolidWorks va considérer qu'on met un solide en sandwich, on va dire, entre les deux ensembles, qui lui ne sera pas déformable et qui fera la dimension définie par le jeu, par l'option jeu. Donc dans la majorité des cas, on le décoche, puisque nous, ce qu'on veut, c'est avoir le contact sans jeu, mais ça peut être utile dans certains cas, c'est une option qui est tout à fait possible et qui fonctionne de cette manière-là, c'est-à-dire avec un solide indéformable qu'on insère entre les deux composants. Donc tout simplement, alors le contact pas de pénétration, il se définit entre ce qu'on appelle les groupes 1 et 2, le set 1 et 2, c'est-à-dire entre le groupe communément appelé source et cible. Et il est assez important de bien sélectionner, l'ordre est assez important en fait. Ça permet surtout pour le temps de résolution et la convergence. Et du coup, il faut bien choisir quelle surface va entrer en contact avec l'autre. C'est assez important d'essayer un peu les deux configurations pour savoir quelle configuration est la moins gourmande en ressources et la plus stable aussi au niveau du calcul. Et bien sûr, les deux cases peuvent contenir plusieurs sélections. On peut sélectionner bien sûr plusieurs faces lorsqu'on définit un contact pas de pénétration. C'est tout à fait possible et que ce soit dans les surfaces sources et les surfaces cibles. On a également, alors pour avoir un des meilleurs résultats possibles, souvent on demande à ce que les surfaces cibles, ça doit être les plus plates possibles. C'est souvent sur le sol ou les tôleries ou des choses comme ça. On les définit comme surface cible. C'est plus stable pour le calcul. Et en général, ça peut être intéressant de l'émailler plus grossièrement que les entités sources. Pour la convergence et le temps de résolution, ce sera mieux pour la simulation. Donc enfin, on va passer à l'option autoriser la pénétration. Donc tout simplement, lorsqu'on autorise la pénétration, les corps peuvent se déplacer et rentrer en interférence. Donc selon SolidWorks, lors d'une simulation avec principalement des contacts pas de pénétration, autoriser un premier contact global en autorisant la pénétration peut être une bonne approche pour savoir quels éléments vont rentrer les uns dans les autres en fait, et à quel endroit on doit définir nos contacts pas de pénétration. C'est surtout c'est ça la principale utilité de se permettre la pénétration en fait, c'est déterminer, de faire de l'ordre qu'on établit notre étude. On commence à faire notre modèle et si on ne sait pas vraiment avec quelle force, quels éléments vont entrer en contact, on lance une première simulation avec permettre la pénétration et ensuite ça nous permet de déterminer telle pièce va entrer en contact avec telle pièce. Du coup, si je veux avoir une simulation réaliste, il faut que je mette un contact pas de pénétration à cet endroit-là. C'est la principale utilité de cette fonction et c'est là le principal intérêt en fait tout simplement de ce contact.
Donc les nouveautés à ce niveau-là, on peut appliquer voilà, on peut appliquer un contact de type aucune pénétration entre deux faces si on sait qu'elles vont entrer en contact. Donc ça revient un peu, si on a vu par exemple que deux faces allaient entrer en contact lorsqu'on a fait la première étude en permettant la pénétration, et maintenant on peut appliquer un contact de type aucune pénétration directement avant de lancer l'étude, et ça peut être un gros avantage lors de la simulation. Enfin, donc comme je redisais, effectivement, faire une première étude avec un contact autorisé à pénétration, ça peut être utile. C'est toujours utile de lancer une première fois le test. Donc maintenant, on va revenir sur la quatrième option qui nous est proposée dans les contacts. Donc c'est pour les ajustements serrés. Donc dans tous les cas, c'est utilisé dans le cas où on veut faire rentrer un objet dans un trou plus petit que l'objet. Donc comme je disais, c'est souvent pour les arbres et les alésage, lorsqu'on fait des montages serrés à la presse, type H7, P6, et comme on est dans le cas par exemple ici, je prends ces ensembles, le diamètre extérieur de mon ensemble 1 va être plus large que le diamètre intérieur de mon ensemble 2. Il va y avoir une interférence. Donc afin d'avoir des résultats plus précis, il est recommandé d'avoir une interférence assez grande en fait, qui n'est pas négligeable pour le maillage, puisque si l'interférence est trop faible, on va avoir des problèmes au niveau du maillage. En fait, il va y avoir des problèmes au niveau du calcul, puisque il n'y aura pas assez de mailles en commun entre les deux pièces, et donc on aura un problème au niveau de la modélisation tout simplement. Donc, alors, une précision importante pour le solver, lorsqu'on utilise l'ajustement serré, si on a une interférence qui est modérée, qui est assez faible, on utilisera plutôt l'option grand déplacement dans le solver. En revanche, si on a une grande interférence parce qu'on a un montage monté serré, ou alors carrément un montage entre les pièces par dilatation thermique ou ce genre de choses, il faudra faire une étude non linéaire pour avoir des résultats cohérents. Sinon, on va avoir des problèmes dans ces cas-là. Il faut essayer un peu de voir selon l'ajustement serré que l'on fait. Il faut choisir les bonnes options pour avoir le bon résultat. Enfin, là, la plupart du temps, les ajustements serrés, ça se fait entre deux cylindres, mais les faces en contact ne peuvent pas être cylindriques. On peut tout à fait faire rentrer un cube dans une encoche carrée ou une rainure. On peut tout à fait faire des simulations dans ce genre de cas. Enfin, le contact paroi virtuel, tout simplement, il est utilisé lorsqu'on veut faire rentrer un contact, un ensemble et un plan cible. Donc en général, on définira un plan avant et on veut réaliser, on va réaliser un contact entre les deux. Donc en fait, le contact paroi virtuel reprend presque toutes les options du contact pas de pénétration. On peut définir une friction et un jeu, comme pour le contact pas de pénétration, et ça fonctionnera de la même manière. En revanche, il est tout à fait possible de choisir il y a une option qui est intéressante, c'est qu'on peut choisir si la paroi va être rigide ou flexible. Tout simplement, si la paroi est rigide, elle va être non déformable, alors que si elle est flexible, on pourra lui définir une raideur axiale et une raideur tangentielle dans les options, ce qui sera intéressant pour notre étude, et c'est une option qui est assez intéressante pour faire nos tests de simulation. Donc je vais juste vous montrer un petit peu dans SolidWorks où on retrouve toutes ces différentes options. Donc ici, j'ai un barbecue, donc c'est pas très utile de le simuler, mais en fait je vais simplement vous montrer, on retrouve les différentes options que je vous ai présentées. Donc si on va tout simplement entre contact, entre ensemble, donc ici on retrouve les cinq contacts que j'ai pu vous montrer. Donc le contact pas de pénétration avec la friction et le jeu. Si on va dans l'avancée, ici on retrouve les trois options que je vous ai présentées, donc le nœud à nœud, nœud à surface, surface à surface. Donc de base, effectivement, on peut remarquer que l'option nœud à surface est sélectionnée, puisque c'est l'option qui est la plus passe-partout, on va dire. Et donc on retrouve toutes les options que je vous ai présentées, elles se retrouvent ici, donc tout simplement contact entre ensembles, et là on définit les contacts manuels entre nos ensembles, si on souhaite, donc on peut sélectionner les différentes faces.
Enfin, on peut voir le contact solidaire ici. Donc là, tout simplement, on définit entre quels ensembles ça va être solidaire, donc entre lesquels on doit souhaiter un contact solidaire. Sachant que, de base, lorsqu'on lance une étude, SolidWorks va nous définir des contacts solidaires entre les surfaces en contact. J'y reviendrai par la suite. Donc le contact permet la pénétration, tout simplement qui va être entre des faces et d'autres faces en fait, lorsqu'on autorise, et qui fonctionne un peu comme et qu'on sélectionne en fait quelles faces peuvent rentrer les unes dans les autres lors de notre premier test de simulation. On aura donc l'ajustement serré avec des options comme la friction. Également, on peut définir s'il y a un gros coefficient de friction ou non lors de l'ajustement, et pareil, les options nœud à surface et surface à surface qui sont utilisables dans ce cas-là. Et enfin, l'option paroi virtuelle. Donc l'option paroi virtuelle, donc il nous précise bien l'épaisseur des coques sera prise en compte, comme je précisais auparavant. Et on peut définir notre jeu comme on avait lors du contact pas de pénétration. Et on n'a pas la paroi rigide ou flexible, et flexible qui rajoute simplement des options. Là, on aura la raideur axiale et ici la raideur tangentielle. Donc on a tous ces types de contacts là qui sont possibles. Donc on peut voir ici par exemple le contact global solidaire. En fait, lorsque j'ai lancé ma simulation, SolidWorks a détecté les faces qui étaient en contact et il m'a permis de les a définies en fait en contact solidaire. Donc une option qui peut être intéressante pour voir les différents contacts qu'il a réalisés, c'est le tracé de visualisation de contact. C'est une nouveauté de SolidWorks 2015, il me semble, et qui permet tout simplement de déterminer en fait si on va pouvoir avoir les différents contacts qu'il va trouver entre mes différents éléments. Donc là, j'ai bien tout mon assemblage sélectionné, je calcule, et voilà. Là, il me met en rouge tous les contacts que lui, il a générés de type solidaire. Et après, on peut les sectionner individuellement pour savoir lesquels tout simplement il me montre. Et on a donc les différents contacts qu'il lui il a détectés entre les pièces, et donc pour la simulation, il aura défini automatiquement quel type de contacts sont lui il a défini quelles faces sont en contact solidaire après son étude de détection des interférences. Donc pour revenir sur la détection des interférences, tout simplement, c'est l'option qui se situe ici ici dans notre cas, et qui se trouve ici. Alors ici, vu que c'est un barbecue qui a été modélisé grossièrement, on aura beaucoup d'interférences a priori. Effectivement, voilà, on aura beaucoup d'interférences, mais là où c'est intéressant, c'est qu'on peut zoomer dessus et savoir où elle se situe. Donc là, par exemple, j'ai une interférence ici entre mon bouton et sa clavette, enfin et son ensemble de barbecue dans lequel va tourner. Donc effectivement, on peut inclure les interférences ici, comme on peut faire ça, et donc il faut recalculer à chaque fois, et on a donc toute la liste des interférences ici qui peut être utile d'étudier avant de lancer une vraie simulation. Voilà, donc on a fait à peu près le tour sur l'ensemble des différents contacts possibles et utilisables dans SolidWorks. Et en fait, je vous ai surtout montré où les trouver, et je vous ai expliqué surtout comment ils fonctionnaient entre eux et comment les utiliser. Donc c'était surtout ça le but souhaité de cette formation. Donc maintenant, je reste disponible pour vous si vous avez des questions sur ce que j'ai dit, ou si vous avez d'autres questions. Je reste à votre disposition pour y répondre. Donc n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez.